Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Fleur de Flow. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julia Brandon, une jeune autrice à la plume puissante qui a commencé très jeune. Dans cet épisode, elle se livre sans filtre et assume pleinement le caractère autobiographique de son dernier roman. Un échange sincère sur un parcours marqué de traumatismes qu'elle a su transformer en force grâce à l'écriture. Une voix forte, une résilience très inspirante. Je vous laisse tout de suite la découvrir. Bonjour Julia. Bonjour. Bienvenue dans Un Fleur de Flow. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Non. Il faisait beau ce jour-là. On a bu un café sur une terrasse. Il faisait du vent. Il y avait du vent. Beaucoup de vent. C'est vrai. On s'était rencontrés la veille à l'avant-première de Prophète. C'est ça, exactement. Avec Abdou. Et je remercie Loris qui m'a mis en contact avec toi. Encore une fois, Loris, c'est vague. Je sais que tu aimes bien tout ce qui est mystique et tout. Enfin, ça t'attire un peu. Oui. Donc, on va faire une petite introduction carte, si tu veux bien. Allez. Et puis, pendant que tu bats les cartes, je vais te présenter rapidement quand même pour nos auditeurs. Vas-y, je te laisse mélanger les cartes. Donc, Julia, que vous voyez là, en train de mélanger les cartes, super à l'aise, est écrivaine. Elle a 30 ans et elle a commencé à écrire à 7 ans. J'imagine même un peu avant. Et elle a publié son premier livre à 12 ans, 12 ou 13 ans. Donc, c'est quand même pas rien parce que ça fait quand même un paquet d'années déjà que tu écris. Voilà, elle a sorti une trilogie qui s'appelle Les Passagers. Et là, il y a un livre qui est sorti il y a un an qui s'appelle Vita. Voilà, que j'ai dévoré. Je me suis régalée. On va en parler d'ailleurs. Ça y est, Je pense que j'ai maîtrisé le... Parfait. Je pense que j'ai maîtrisé le... Allez, c'est la carte du jour. Je prends n'importe où. Ah bah, celle qui t'appelle. As de coupe. As de coupe. Cette carte est étroitement liée à l'eau, dont elle exprime toutes les caractéristiques. C'est d'ailleurs le cas de tous les as par rapport à l'élément qu'il représente. L'as de coupe est une potentialité, une opportunité à saisir, peut-être le premier pas vers la concrétisation d'un désir. C'est le début d'un nouveau chapitre de votre vie spirituelle ou sentimentale. Si vous acceptez cette invitation et le calice qui vous est offert, vous pourrez vous laisser aller à ce tout nouveau sentiment. Cette carte évoque essentiellement ces moments où l'on tombe amoureux, que ce soit d'une personne ou d'un projet, d'un voyage, d'une maison ou d'un nouvel animal de compagnie. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Waouh! Ça me parle vachement. C'est vrai? Ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que je suis dans une période de ma vie où il y a plein de changements, en fait, et plein de portes qui se ferment aussi, d'autres qui s'ouvrent. Et oui. Et celle qui se ferme, c'est volontaire? Pas forcément. Ouais. Mais du coup, il faut trouver d'autres portes. Et c'est un peu la période, là, c'est un peu le moment où on cherche des opportunités, des solutions. Et il y a des jolies portes qui se dessinent. Et oui, cette carte me parle vachement. La dernière fois, sur Insta, j'avais mis en musique le premier jour du reste de ma vie. Ouais. Quand j'ai fait les interviews sur Paris il n'y a pas longtemps. Et oui, je suis vraiment dans cette dynamique-là, en fait. D'ouvrir un nouveau chapitre et de trouver des opportunités, des projets, des personnes, effectivement. J'ai rencontré des très belles personnes là, ces derniers temps, par pur hasard. Le hasard, c'est pas mal. Hein. J'y crois pas trop. Au hasard, non, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop au hasard. Je pense que voilà, rien n'arrive par hasard. Non, rien n'arrive par hasard. Enfin, sans dire que tout était prévu. Enfin voilà, je suis dans un entre-deux en fait. D'accord. Mais je pense que je pense que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Voilà. C'est vrai. Et souvent, ça te conforte. J'appelle ça des synchronies, moi. Tu sais, des fois, quand tu rencontres les bonnes personnes, quand tu es dans une certaine dynamique. Et puis, il y a des gens qui aussi te font rentrer dans la dynamique. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Benoît. Voilà, je me suis retrouvée par hasard à Provence Studio. Benoît Maffon, qui est le petit-fils de Costa Gavras, donc le réalisateur. Que j'ai rencontré la première fois. Que j'ai appelé Benjamin la première fois que je l'ai rencontré quand même. Je lui ai dédicacé le livre à Benjamin, puis il ouvre le bouquin, il me fait « Mais Julia, c'est qui Benjamin ?» Je fais pas « C'est toi ?» Il me dit « Ah non, moi c'est Benoît !» Je dis « Bon, loupé !» Et en fait, on s'est rencontrés par pur hasard, et c'est vrai que ça a matché tout de suite. Et on a développé des projets ensemble, donc on est en train d'adapter Vita, mais ça a été une rencontre où il y a eu un nouvel élan, alors que j'étais vraiment au fond du trou à cette période-là. Et il m'a redonné le sourire, en fait. Et l'envie de faire des choses et de pas sombrer, parce que j'allais pas très bien, professionnellement c'était un peu compliqué.
C'était il y a combien de temps ça? C'était en novembre. Donc c'est quand tu as sorti Vita? Non, c'était il y a un an. Non, novembre, il y a 3 mois. En fait. Novembre, il y a 3 mois, donc ça faisait déjà un an que tu avais sorti Vita. Ça faisait déjà un an que j'avais sorti Vita et je participais à Marseille Series Stories, donc à un festival. Et j'avais pas réussi à avoir un document qui me permettait de faire la journée du vendredi. Puis j'ai rencontré Jean-Charles Storero, qui était le producteur du Sommet des Dieux. Très, très beau film d'animation d'ailleurs, que j'avais découvert avec mon fils, il avait vu à l'école. Il me dit « Maman, je veux le revoir ». Enfin, j'ai pleuré comme une madeleine devant le film. Et je le connais pas. Magnifique. Très, très beau film. Et il me dit, mais ce soir, il y a la visite de Provence Studio. Je fais, mais tu crois que je peux y aller? Il me fait, je sais pas, faut demander à Mike Risorcelli. Et quand je vois Mike Risorcelli, donc du coup, dans le hall du Golden Tulip à Marseille, je fais, mais est-ce que je peux venir? Et il restait une place dans la voiture. Et donc voilà. C'était la tienne. Voilà. Et donc je suis allée à Provence Studio et j'ai rencontré Benoît et puis ça a matché tout de suite. Et, il est hyper sympa. Il est adorable. Ouais. D'ailleurs, je vais l'interviewer aussi. Tous les deux. Voilà, tous les deux. Parce que donc, je voulais finir par ça, mais on va commencer par ça. C'est pas grave, parce que tu parles de Vita et de l'adaptation au cinéma. Donc ton roman va être adapté au cinéma. Oui, au départ, on devait faire Les Passagers, en fait. Puis on s'est rendu compte que Les Passagers, c'était quand même ces 3 tomes. Donc, ça sera une série, c'est très long. Voilà, on a préféré faire quelque chose de qui nous parlait plus, en fait, qui était plus rapide à faire. Puis je pense que ça nous parlait plus sur le moment. Donc, on a décidé d'adapter Vita. Donc là, on a fini tout le dépouillement. Donc, on a une idée précise de la mise en scène qu'on veut. On va démarrer l'écriture du scénario dans pas longtemps. Et puis, voilà, en juin, il faudrait qu'on le présente. Co-scénariser avec une scénariste, c'est ça? C'est ça. On dit co-scénariser, ça se dit? On dit co-scénariste, donc je présume qu'on peut faire co-scénariser. Je pense. Voilà. Moi, je l'invente si ça n'existe pas. Au pire, c'est un néologisme, on a le droit. Et voilà, moi, j'aimerais bien rester, en tout cas pour l'écriture du scénario, le plus possible dans le projet, parce que j'ai envie de le porter. Puis l'écriture du scénario, oui, on l'écrira avec une amie de Benoît. Qui a envie de participer au projet et voilà, je l'aiderai. Et lui sera au poste de réalisateur. Lui, il veut réaliser. L'avantage de Benoît, c'est qu'il est superviseur effets spéciaux. Donc pour Vita, voilà. En fait, c'était le rôle parfait. Parce que Vita, il faut le dire, c'est un roman, donc c'est un thriller psychologique avec des touches quand même fantastiques, avec beaucoup de magie que tu sais bien utiliser. Il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, ça reste vraiment... le fantastique doit servir à l'histoire. C'est pas... Il y a peu de fantastique, mais c'est vrai que le fantastique... Oui, il y en a peu, c'est parsemé. D'ailleurs, des fois, on se demande... Tu sais, quand j'ai commencé à lire, comme j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, je dis, c'est moi qui crois que c'est de la magie ou j'ai rien compris, en fait. Tu vois, t'as presque le doute. Mais Benoît, en lisant, a eu le doute. À un moment donné, ça me rassure. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit, mais est-ce qu'on peut pas le voir comme ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Et je fais, non, pas du tout. Pas du tout, tu le prends pour ce que c'est. Et oui, on peut se poser la question sur plein d'éléments, si ça existe. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça tient bien en haleine aussi, tout ça, là, tout ce mélange-là. En fait, j'ai envie que chacun voit ce qu'il veut dedans. J'ai pas envie de contraindre le lecteur à y croire ou à ne pas y croire. Chacun le prend pour ce qu'il est, et puis le lit avec son histoire et l'interprète avec son histoire. Je l'ai écrit avec la mienne, et puis voilà, j'ai envie que chacun puisse ce qu'il veut et ce qu'il peut dedans. Ouais, c'est comme une chanson, tu te l'appropries, c'est vrai un peu aussi. C'est ça. Alors Vita, ça veut dire, parce que tu utilises beaucoup de mots de latin dans ce livre, surtout au début du livre, et Vita, c'est donc la vie. Et quand on pousse un peu la définition, que j'ai été chercher, parce que je ne parle pas du tout latin, j'ai pas fait de latin à l'école, mais ça veut dire autobiographique. Donc, ce livre, je vous invite à le lire, il est incroyable, franchement. Et après, quand j'ai dit autobiographie, j'ai dit, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très, très dures, psychologiquement et physiquement. Et on se dit, du coup, forcément, vu que c'est autobiographique, dans la définition du titre, on se dit, alors, est-ce que c'est des parts de toi que tu as vécues, etc., etc. Ah oui, Automne, c'est moi, c'est mon cheminement. C'est-à-dire que j'ai pu vivre ce que Automne a vécu, l'oppression, le viol, etc. C'est des choses que j'ai pu traverser. Et Vita, pour moi, c'est mon cheminement pour aller mieux. C'est mon acte de résilience à moi. Alors, c'est un combat intime, hein. C'est comment je vais me guérir à travers l'écriture. Et pour moi, l'écriture a vraiment ce pouvoir-là, en tout cas sur moi, cathartique, d'essayer de me purger au maximum de tout ce que j'ai pu vivre, de pousser... J'aime bien me faire mal quand j'écris. Ça me permet d'aller jusqu'au bout de moi-même, en fait. Et de tes douleurs que tu as eues. Voilà, pour les faire bien saigner. Oui, d'ailleurs, ça saigne dans le livre. Oui, ça saigne. Il y a du sang. Ouais. Mais c'est une façon de
C'est mon cheminement pour aller mieux. Donc Automne, oui, c'est moi, bien sûr. Oui, c'est thérapeutique. Voilà, oui, totalement. Elle découvre une sexualité d'amour. C'est ce que j'ai pu faire aussi moi pour aller mieux. C'est important en fait, après un viol, de découvrir ça et découvrir qu'on peut avoir une sexualité amoureuse, désirée et voulue. Et c'est quelque chose que j'avais jusqu'à présent, c'est quelque chose que je n'assumais pas en fait. Je disais oui, j'ai jamais mis autant de moi chez Automne. Mais j'étais pas prête à dire qu'effectivement, Automne, c'est moi. Alors, j'avais pas le même âge, c'est romancé, c'est forcément... Oui, t'as pas de frère, alors que là, il y a un habillé, frère. Voilà. Mais tout ce qu'elle a vécu intimement, je l'ai vécu. Et ce sont mes émotions, en fait, il n'y a pas de barrière. Autant quand j'ai écrit Les Passagers, j'avais une barrière entre moi et mes personnages, c'était les premiers bouquins. Ouais. J'avais encore cette position d'auteur, mes personnages avaient cette position de personnage. Alors je vivais avec eux, je pensais à eux, je rêvais d'eux. Enfin, ils me manquaient quand j'écrivais pas sur eux, mais il y avait cette frontière. Vraiment, Automne, c'est moi. Ce sont mes émotions. Tu t'es mis à nu, là. Oui, totalement. C'est moi qui parle à travers Automne. Quand elle est amoureuse, c'est moi. Quand elle souffre, c'est moi. Quand elle pleure, c'est moi. Quand elle est enragée, c'est moi. Il n'y a aucune frontière entre elle et moi. Donc oui, il y a ce côté très autobiographique, mais psychologique davantage qu'au niveau de la famille, etc. C'est pas forcément vrai, c'est romancé, mais la psychologie du personnage, c'est très autobiographique, effectivement. Mais les deux personnages, il y a beaucoup de personnages principaux, Silas, Automne, Jonas et Maria, pour moi, que j'ai retenu. Et comment il s'appelle Tomio. Son ami, oui, Tomio. Maria et Automne, elles ont ce truc de vachement... En fait, elles ont une force de caractère énorme, les deux. Au début, elles sont un peu résilientes. Il y a une forme de résilience. Oui. Et en même temps, d'un coup, Maria, qui est la servante, on peut le dire, d'un coup, on sent que là, elle s'impose et que l'autre, il est en stress en face, en fait. C'est Jonas. ça. J'adore ce passage. Retournement de situation. Oui, j'adore. C'est un de mes passages préférés. J'adore ce passage, quand d'un coup, elle a une force intérieure et je pense qu'elle a plus peur. Est-ce que toi, le fait d'affronter tes peurs et de les apprivoiser et de les dominer, ça t'a permis d'évoluer, toi, personnellement? Oui, bien sûr. Plus toi, ton chemin à toi. Bien sûr, c'est difficile. C'est difficile. Parfois, on a peur de tomber. On peut être terrorisé, mais en fait, on n'a pas le choix. Et s'il y a un message, c'est un message d'espoir. Voilà, c'est de se dire qu'en fait, il y aura toujours meilleur après. Voilà, il faut y croire. Le meilleur reste à venir. C'est une phrase que j'ai dans Les Passagers aussi. Et que j'ai dans Vita 2, à travers le temps, qui va sortir bientôt, j'espère. Oui. Le meilleur reste à venir. Voilà, c'est de se dire, ok, on traverse une période difficile, mais il faut l'affronter. Et je ne l'ai pas forcément fait tout de suite. Hein. J'ai voulu prendre la fuite, j'ai fait des tentatives de suicide. J'ai voulu que ça s'arrête au bout d'un moment parce que je me suis dit, je ne m'en sortirais pas. Et aujourd'hui, je me dis, c'est pas mal. Quand même, Julia, t'as bien évolué, c'est pas parfait. Hein. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de parfait, en vrai? Non, mais bon. Enfin, voilà, parfois, je me dis, tu pourrais peut-être mieux faire les choses ou... J'ai quand même du travail à faire sur moi encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose où je me dis, bon, heureusement qu'en fait, j'ai pas réussi et que je suis encore là. Et c'est très bateau, mais souvent on dit, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais? C'est ce qu'elle allait te demander d'ailleurs. Voilà, et ben d'y croire. En fait, voilà, je me revois, j'ai 11-12 ans, je suis très très mal dans ma peau parce que j'étais très grande, j'étais très formée, déjà en 6e, je faisais 1m60, j'avais des formes, donc forcément, je dénotais beaucoup. Et ça a doublé de mes tentatives de suicide, mon mal-être, etc., mon viol, ça a été très compliqué. Et en fait, j'aimerais juste lui dire, mais accroche-toi, parce que tu vas y arriver à surmonter tout ça, et tu vas y arriver à avoir une vie sereine, le plus sereine possible, voilà, avec tes enfants. Enfin, voilà, tu vas te poser. C'est quelque chose que j'envisageais pas. Je me suis posé des questions, même après. Je pense que c'est logique, mais est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que j'aime pas les femmes? Enfin, il y a eu énormément de questionnements. Mais finalement, oui, j'aimerais juste lui dire, Julia, tu vas y arriver. Donc voilà, ne fais pas de conneries maintenant. Traverse-le, peut-être toute seule, ça c'est une certitude, mais tu vas y arriver. Et j'aimerais vraiment que les gens qui se disent aujourd'hui c'est difficile, j'y arrive pas, je vois pas le bout, si en fait tu vas le trouver. Faut peut-être de l'aide, faut peut-être demander à quelqu'un, mais tu vas le trouver. Ou toi, tu as eu de l'aide? T'as fait une psychothérapie ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas eu l'aide que j'espérais, je pense, à l'époque. Ça a été une période, je pense, très compliquée, mais même pour les gens qui m'entouraient, dans ma famille. Et non, j'ai pas eu d'aide particulière.
C'était livre, ton écriture? Alors, oui, j'ai beaucoup écrit, j'ai jamais publié, mais j'ai beaucoup écrit quand même pendant mon adolescence. Sur ce qui s'était passé, sur comment je l'avais vécu, pour essayer justement de me purger. Après, non, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est mes enfants. C'est-à-dire que j'ai eu mon fils à 17 ans, c'était totalement voulu. Et puis je pense que c'est lui qui m'a sauvée. Alors, j'ai pas du tout envie qu'il porte ait ce poids. Non, ce poids, ouais. parce que moi, je l'ai vécu. Et c'est horrible, en fait, de sentir qu'on porte l'existence de quelqu'un. Enfin, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Mais effectivement, bon, il a son existence propre. Enfin, il n'y a aucun souci sur ça. Il ne porte pas du tout le poids de ma vie et de ma survie. Mais oui, c'est lui qui m'a sauvée. D'ailleurs, il s'appelle Hélio. Ça veut dire soleil en grec ancien. Et puis voilà, c'est H-E-L-I-O, du coup. Et c'est un prénom qui a beaucoup de sens parce que c'est lui qui m'a... Enfin, à partir de ce moment-là, je savais que j'allais vivre. Moi, j'avais 5 ans. Je demandais à ma mère comment je ferais pour survivre si je n'avais pas d'enfant. Ah oui, tu voulais déjà être mère très... Je pense que c'était en moi dès le départ. Voilà, je me suis dit j'aime les femmes, mais oui, mais en fait, si je me mets avec une femme, je pourrais pas avoir d'enfants. Donc enfin voilà, j'avais besoin d'avoir des enfants pour me construire, pour peut-être avoir un but aussi dans la vie, de se dire que c'est la ruine pour moi là, mais voilà, t'as un enfant, t'es obligé de le rendre heureux. Enfin voilà. C'est un peu le cycle de la vie aussi, hein. Oui, c'est de créer. C'est la plus belle chose qu'on crée finalement. Oui. Ouais. On est tous des créatifs. Mais j'ai toujours voulu avoir 3 enfants et je pense que voilà, le fait d'avoir mes 3 enfants, ça m'a vraiment posé en fait. 3 enfants, 30 ans, voilà. Une trilogie, 2 romans, un film en préparation, ça va quand même, hein, t'as pas choumé, hein? Non, c'est pas mal. Là, j'avoue, là quand même, on a... T'as mis le niveau, là. Ouais, j'ai commencé à écrire. Sacha, donc le petit dernier, avait quelques mois. Voilà, il est né en juillet, je commençais à... c'était le Covid. Ouais. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais bon, il avait quelques mois. 2019, 2020. Voilà, et j'écrivais sur mon canapé, puis je le voyais marcher à 4 pattes. Et oui, voilà, j'étais prête. En fait, j'étais prête à écrire. Je pense que le fait d'avoir construit ma vie, d'avoir une vie installée, des enfants, un mari, ça roulait. Bon, ben voilà. Parce qu'à 12 ans, tu as écrit déjà? Ouais, c'est des nouvelles qui avaient été publiées. J'avais fait les ateliers d'écriture donc du prix du jeune écrivain. Et puis à la fin, j'ai fait ça pendant 4 ans, je crois. J'étais la plus jeune à l'époque, quand j'avais 12 ans. Et ils faisaient une sélection de nouvelles, donc ils avaient sélectionné 4 nouvelles à moi, et donc j'ai été publiée 2 années consécutives. Donc les 2 nouvelles, 2 années consécutives sont parues, et puis j'ai fait un stage. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le stage que j'ai fait chez Jean-Marc Dabadi, quand j'avais 15 ans, donc aux éditions, aux Imprimes Nationales, dans l'Actes Sud Paris. Et je lui avais fait lire mes nouvelles, et il m'avait dit « Julia, vous devez continuer à écrire ». Et je crois que, en fait, j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. J'avais toujours sa voix. Je savais que je le ferais, que c'était pas le moment. Mais que, voilà, quand j'ai commencé à écrire, il était là. Il était là. Et puis, c'est rigolo parce que je suis en train de faire une formation là, de correctrice parce que j'aime bien, voilà, les mots. J'aime beaucoup les mots, la langue française, la littérature. Oui. Ouais. Et je vois dans la biographie qu'il faut que j'utilise pour ma formation le lexique des... Bon, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour les signes en fait de correction, et en fait je me rends compte que Jean-Marc Dabadi me l'avait donné et que je l'ai dans ma bibliothèque depuis 15 ans. D'accord. Et donc je l'ai ressorti, et j'étais super fière. Et je me suis dit, j'étais super émue en me disant, je me souviens, il m'avait donné ce livre en me disant, lui vous le prenez. Et après il m'avait ouvert une armoire, il m'avait dit, tu prends ce que tu veux dedans. Et ça fait 15 ans que j'ai ce livre dans ma bibliothèque, et aujourd'hui je le travaille tous les jours. Et je me sentais presque privilégiée, enfin c'est peut-être pas le bon mot, mais de me dire en fait il m'a transmis quelque chose. Quand j'étais chez lui dans son bureau, il m'a transmis quelque chose qu'il a peut-être vu en moi au moment où moi je l'ai pas vu, mais qui te sert maintenant. Voilà, qui me sert maintenant. C'est comme je voulais aller en classe préparatoire, il m'avait dit Julia, vous allez vous ennuyer à mourir. Je suis allée en classe préparatoire, j'ai dit non, non ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et puis voilà, j'avais Hélio était né. Parce que tu as passé ton bac, faut le dire, enceinte. Ouais, j'ai passé mon bac de français, j'étais enceinte de 7 mois. Hélio est né le jour de ma rentrée terminale, le jour de ma rentrée de terminale, donc le 6 septembre. Le 4 septembre, j'ai fait ma pré-rentrée, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, parce que mon terme c'était le 15. Je suis rentrée à l'hôpital le 5, le 6 il est né, et une semaine après j'étais en cours. Waouh. Et oui, non, c'était... Pour les mamans qui connaissent les nuits et compagnie, plus être en terminale, étudier, ingurgiter, ça a dû être chaud quand même. Hein. Mais c'était génial. J'ai adoré. Je faisais spécialité latin, option grecque, parce que voilà, c'est quelque chose aussi que j'ai en moi depuis le départ. Et en fait, j'adorais ça. Je travaillais non-stop, mais c'était génial. Enfin voilà, j'ai retrouvé des photos de moi où voilà, j'étais en train de réviser mon bac, et j'ai mon fils dans les bras, en train de le bercer.
C'est des super souvenirs, Mais ça. c'est génial. Enfin, c'est génial. Bon, les nuits étaient courtes, hein, mais on s'en rend pas compte, en fait. Après, à 17 s'en rend ans, pas on a un compte. petit peu plus d'énergie qu'à 40. Ou Qu'à même- 30 aussi, hein. Oui, oui. Puis après, non, c'est vrai que pour ma fille, c'était différent. Puis je tombais malade après. Enfin, c'était peut-être plus compliqué aussi. Mais Elio, c'était fabuleux. Et là, tu disais, j'aimais les femmes, mais je savais très bien que j'aurais pas pu avoir d'enfant C'est ça. avec une femme. Est-ce que actuellement, tu te considères bi, hétéro? Ah, bi? Non, je Ouais, pense que bi. j'aime toujours les femmes. Oui, voilà. Non, non, j'aime toujours les femmes. C'est juste que je suis tombée amoureuse de certaines femmes quand j'étais ado, même jeune adulte. Après, je ne pouvais pas. Je devais avoir des enfants. Je devais avoir des enfants. C'est bizarre comme phrase. Mais non, j'avais besoin d'avoir des enfants. C'était obligatoire. Ouais, c'était important. Mais aujourd'hui, oui. Enfin, je suis mariée, etc. Donc la question ne se pose pas. Hein, mais et je suis amoureuse de mon mari, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, voilà, je pourrais tomber amoureuse. Enfin, j'aime les femmes. Je Oui, pourrais t'as tomber pas de- amoureuse tu mets d'une pas femme. de Ça, non. limite hétéro. Ah non, pas du tout. Et tu parlais des prénoms, les mots ont un sens, enfin ont une importance pour toi, Elio, Elio. et dans ton livre Jonas. Alors Jonas, ça m'a parlé parce Mhm. un jour j'ai écrit une chanson sur l'histoire de Jonas et la baleine. Tu connais? Oui. C'est un texte biblique. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un symbole par rapport à... Pas du tout. Pas du tout. C'est En- un hasard. Oui, c'est un hasard, mais mon éditeur m'avait fait cette réflexion-là. En le D'accord. lisant et en me parlant justement de Jonas et la baleine, alors que non, je l'ai pas. Ce prénom, je l'ai pas choisi. Je sais pas, il est venu tout seul. Mais c'est comme Christ, qui pourrait avoir une consonance. Oui, du Oui, Christ. voilà, mais pas du tout. En fait, pour moi, ça évoque le bleu, la couleur bleue, et je trouvais que c'était une couleur qui lui allait bien. Et l'eau est très présente dans ton roman. Mm. La sirène, la commande du tableau, là, pour faire Oui. une sirène. C'est pour ça Jonas, la baleine, tu vois, Ouais, non, la mais- rivière, il y a beaucoup d'eau. Oui, la rivière est importante, surtout dans. Enfin, après, dans Vita 2, donc, qui est écrit, qui est la suite en fait de Vita et qui s'appelle À travers le temps et qui fait le lien entre Vita et la trilogie. L'eau prend toute son importance. Ah ouais, là, ça, on le voit à la fin d'ailleurs, hein, de Vita Mm. qui est sorti déjà, là, quand tu parles de Et, la rivière, etc. Là. Et ben, cette rivière est primordiale. Donc effectivement, l'eau a de l'importance, mais il y a aussi, Christ, c'est le feu. Donc finalement, c'est antinomique. Voilà. Pour moi, il représente l'eau et en même temps, ce qui le ronge, c'est le feu. Donc il y a cette espèce d'ambivalence entre cette confrontation entre les deux éléments. Oui, puis il y a la terre, oui, il y a beaucoup d'éléments, hein, d'éléments de la nature, quoi. L'air, la terre, le feu. C'est moi, j'ai passé mes vacances à la campagne, etc. J'ai acheté une maison dans l'arrière-pays niçois, donc avec un grand terrain. J'ai placé des personnages dans cette maison, d'ailleurs. Donc j'ai besoin de ce... En fait, j'arrive pas à placer une histoire dans la ville. J'ai besoin de la nature, j'ai besoin de... Même pour moi, en tant que personne. Et puis, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus inspirant, la nature, dans l'écriture, que la ville. La ville ne me parle pas. Oui, c'est vrai que c'est très nature. Hein, Et quand je vais en est en- Suisse, puisque j'ai une maladie auto-immune, et donc du coup, je vais me soigner en Suisse. Et quand je prends le train, voilà, et je vois tous les paysages, et je me dis, mais en fait, c'est ça. C'est ça, le Palia, c'est ça, la vallée, c'est ça. C'est là que j'ai placé mon histoire sans le vouloir. C'est inconscient. parce Oui, que- c'est inconscient. Ouais, ouais. Mais je pense que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la nature pour écrire et pour créer. Ça te ressource aussi, Totalement. la nature. Ah oui, oui, oui. Eh ouais. Puis avec ma maladie, j'en ai besoin. En fait, je me rends compte que ça On m'apaise peut parler beaucoup. de ce que tu as comme maladie? J'ai une sclérose en plaques. Ok. Depuis 10 ans, donc qui est apparue, Bérénice, donc qui est ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, avait 3 mois. Ok. Donc voilà. Donc ça a changé aussi. À un moment donné, je me suis dit, écoute, j'ai flippé. Et je me suis dit, c'est maintenant. En fait, il y avait une urgence de vivre, en fait, de suite, parce que au début, quand on découvre la CEP, on ne sait pas ce que c'est. Déjà, il y avait 2 ans d'errance médicale pour vraiment mettre un mot dessus. Et puis, on a très peur de ce qui peut arriver. Enfin, moi, je voyais mon fils, il avait... après, il avait quelques mois. Je me disais, mais peut-être que je ne pourrais pas jouer au ballon avec lui. Et finalement, oui, parce que j'ai trouvé un traitement qui me stabilise. Aujourd'hui, je vais mieux. La maladie est jugulée, on va dire, stabilisée. Donc là, ça va. Mais pendant des années, j'ai refusé de me soigner. Parce qu'en fait, j'avais tout le temps mal. Je me suis dit, j'ai eu le déni. Je ne suis pas malade. Voilà, ça n'existe pas. Et un jour, je me suis assise au pied de mon lit et je me suis dit, j'arrive plus à me lever. Et là, j'ai dit, ah, Julia, là, Là, ton corps t'a parlé, là quoi. peut-être quand même que tu devrais aller voir le neuro. Mon neurologue m'a un peu, remonté les bretelles en me disant que ce que j'avais fait, c'était pas du tout bénéfique et qu'il fallait que je me reprenne en main. J'ai dit, oui, d'accord. Donc, j'ai fait des cures de cortico, mais les cures de cortico, ça fait très mal. J'en faisais une tous les 2 mois parce que j'avais une poussée tous les 2 mois. Donc, en fait, j'avais mal non-stop. Ouais, ouais. Et j'ai dit, là, il faut que ça s'arrête.
Et j'ai un ami, et c'est pour ça que je sais pas, je crois pas au hasard. Je dis à Hervé, donc il y a un très bon ami, c'est lui qui m'a offert la bague et les boucles d'oreilles d'ailleurs. C'est un lecteur que j'ai rencontré aux Imaginales il y a 4 ans, et on est toujours resté en contact. Et je lui dis il y a 1 an, je lui dis écoute Hervé, j'en peux plus. Je sortais d'une cure de cortico, je fais j'en peux plus. Voilà, j'en ai marre, j'ai mal tout le temps. Il me dit écoute, appelle ce numéro. Appelle ce numéro si t'es prête. Si t'es prête à passer Le cap. à passer le cap, à peut-être tenter autre chose. Appelle ce numéro et puis vois ce que ça donne. Et j'ai appelé, et puis 15 jours après, j'étais en Suisse. Enfin, j'ai fait un bilan génétique, et puis 15 jours après, j'étais en Suisse parce que j'étais prête, en fait, j'avais passé le cap. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai envie de dire, je passe un cap petit à petit sur plein de sujets différents, et où voilà, je rentre dans une nouvelle phase de ma vie. Et quand j'ai passé la frontière entre la France et la Suisse, j'ai envoyé un message à Hervé en disant, écoute, j'ai l'impression de passer une frontière intérieure. J'ai l'impression de devenir une autre femme. Parce que je reprenais ma vie en main. Et puis, maîtriser sa santé, c'est quelque chose qu'en France, on ne le fait pas tant que ça. Mais en Suisse, c'est vraiment très ouvert. Et j'étais fière. Ils sont très forts en Suisse. Hein. Ah oui, ils sont très forts. Puis ils ont une ouverture d'esprit, puis ils t'écoutent. Enfin, moi, j'avais du mal. J'étais dans le bureau du médecin et puis en fait, elle t'invite à parler. Et puis, mais t'as pas l'habitude de ça en France. Mais vraiment, en Suisse, tu peux rester une demi-heure dans son bureau et lui parler. Et c'est très bien. Ouais, et même, elle attend ça. Ouais. Et ça m'a changé la vie. Surtout quand tu sais que la sclérose en plaques, quand même, c'est très, très lié à l'émotionnel. Ah ben oui. Moi, une des premières choses qu'elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand vous avez déclaré la CEP ? Elle disait parce qu'un traitement ne suffit pas. Ça, c'est en Suisse qu'on t'a posé la question. Oui, c'est en Suisse, bien sûr. Un traitement ne suffit pas, il faut travailler sur la cause, elle m'avait dit. Et là, j'ai fait « Ah oui !» Oui, peut-être effectivement. Si je creuse, je vais Finalement, on peut se poser la question. Mais non, mais je le savais. Je le savais, mais j'étais peut-être pas prête à l'assumer, en fait. Il y avait ce truc de se dire « Oui, bon, bah, après, il y a une protection, on peut pas faire mal à telle personne. » Enfin, vous savez, quand on grandit dans un milieu... En fait, on se protège les uns les autres. Je sais pas comment dire. Faut pas faire de mal à l'un. Faut faire attention à ce qu'on dit. Faut pas assumer. Et pourquoi tout ça ? Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Tu penses que c'est dans notre culture, nous en tant qu'occidentaux, ou est-ce que c'est toi dans ton éducation familiale, ou est-ce que on arrondit quand même souvent les angles. Enfin, moi, quand j'en parle autour de moi, généralement, les gens arrondissent les angles. C'est très rare de poser les problèmes sur la table. Enfin, on le fait, mais bon... Quand c'est déjà bien avancé. Voilà. Quoi. Mais j'avais envie de le faire pour moi, en fait. Je le faisais pas... J'avais pas envie de régler mes comptes avec les autres. C'était pas du tout... C'était vraiment un combat. Enfin, voilà, ça rejoint l'écriture. C'est un combat intime. C'est se dire qu'est-ce que je dois faire, moi, pour aller mieux. Et je l'ai vraiment fait pour moi, mais quand je suis rentrée de Suisse, j'ai dit écoute, on va faire du ménage, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, et je vais mieux. C'est pas parfait, ça fait mais là, ça fait 2 ans que t'as pas fait de crise. Alors si, j'en fais, mais au lieu d'en faire une tous les 2 mois, j'en fais une tous les 6 mois. Ouais, c'est déjà mieux. Donc c'est voilà. Et tu n'as pas fini de soigner la cause. Et je n'ai pas fini de soigner la cause, et peut-être qu'avec le traitement aussi, il y a une stabilité génétique, hein, j'ai envie de dire. Enfin, faut réapprendre à tes anticorps à pas t'attaquer, parce que c'est ça la CEP, c'est tes anticorps qui t'attaquent. Donc ça prend du temps, mais oui, peut-être qu'à terme, j'aurais plus de poussée. Ça serait pas mal, ou une poussée tous les 3-4 ans, moi je prends. Mais déjà, une poussée tous les 6 mois, ça m'a changé la vie. Parce qu'il y a des périodes de ma vie où je n'ai plus mal. Et du coup, je me rends compte de ce qui me fait mal. Vu que j'avais tout le temps mal, je réalisais pas en fait, ce qui me faisait mal. Ouais. Alors là, le fait que j'ai pas mal, je me rends compte que quand je suis stressée, j'ai mal. T'arrives mieux à identifier la source de ce qui va déclencher ta crise, du coup. Voilà. Et donc, du coup, je peux travailler, petit à petit, je vais travailler sur la cause. Alors, ça demande beaucoup de temps, de compréhension et d'acceptation aussi, quand même. C'est pas instantané, hein. Faut l'accepter, de se dire, écoute, ça va pas. Bon, c'est difficile parfois de dire, faut changer les codes, faut redistribuer les cartes. Oui, il faut changer les habitudes. Ouais, voilà. Même l'alimentation, c'est quelque chose que j'ai changé en premier. Je faisais de la kiné, puis mon kiné, en fait, il n'était pas là. Et donc, du coup, je me suis mis à faire du sport. Donc, pareil, j'ai intégré le sport dans ma vie. J'ai changé mon alimentation. Enfin, j'ai changé toute ma vie, petit à petit. Je me rends compte que ça fait 2 ans que je change totalement ma vie. Et là, tu vois, tu parles de l'acceptation. Ça fait partie des phases de deuil, tu sais. On dit, il y a d'abord le déni, enfin la colère, le déni, l'acceptation. Et après, quand on a vraiment fait le deuil d'une situation, c'est le cadeau. Est-ce que tu penses que cette maladie te donne un cadeau finalement ? Oui. C'est quoi ? C'est d'accepter ce que je suis. C'est d'accepter ce que je suis vraiment, en fait. Voilà. Parce que les gens peuvent t'aimer pour ce que tu représentes, peuvent aimer l'image qu'ils ont de toi, mais est-ce qu'ils aiment réellement ce que tu es ? Et en fait, aujourd'hui, je m'en fous. Je me rends compte que je suis ce que je suis, et ça plaît pas, tant pis. Mais en fait, j'ai envie d'être en paix avec moi-même. Et ça m'a appris
à m'accepter et à pas lutter contre moi-même, en fait. Parce que tu étais en lutte un peu. Ah oui, Ouais. oui, totalement, oui, totalement. Je pense que je m'acceptais pas. J'essayais peut-être de me conformer à ce qu'on... Enfin, j'essayais de me conformer à ce qu'on attendait de moi, mais du coup, il y avait une espèce de dissonance parce que chez moi, ça marchait pas. Enfin, je devais être ce qu'on attendait de moi et en même temps, ça me rendait pas heureuse. Mais j'avais besoin d'avoir cette image pour plaire à certaines personnes et c'était très compliqué. Puis au bout d'un moment, écoute, Quand tu dis certaines personnes, c'est tes parents? entre autres. Oui, parce qu'on veut toujours plaire à ses parents. Ouais, c'est On veut compliqué. une validation. C'est ça. C'est un sujet important, ça, parce que ça touche Oui, oui. beaucoup de gens, Mais, d'avoir la validation du père ou de la mère. Et des fois, c'est maladroit de leur part. C'est pas forcément par méchanceté qu'ils ne le disent pas. Je suis fière de toi, c'est con à dire, mais j'imagine que tu le dis à tes enfants, toi. Ah oui. Voilà. Moi, mais on l'a pas forcément reçu. Enfin, moi, Oui, non, mais c'est ça, en fait. Moi, j'essaye... J'ai envie de donner... Enfin, je donne de la liberté quand même à mes enfants. Sans que ce soit trop, parce qu'il faut quand même les cadrer. Mais je pense que oui, j'ai manqué de liberté. Beaucoup. Et j'ai pas envie qu'ils subissent ça. Et j'ai envie qu'ils soient ce qu'ils ont envie d'être. Mhm. Moi, j'ai choisi mes études après coup, mais j'ai pas vraiment choisi mes études. J'ai même tout bête, mais quand j'étais enfant, ma façon de m'habiller, il y avait des choses, où moi je me dis, ça sert à rien de lutter contre ça. Voilà. Quand je vois ma fille s'habiller, parfois je me dis bon, peut-être que tu devrais lui dire quand même que ça va pas trop. Le bleu, le noir et le marron là, ça va pas trop ensemble. Mais finalement non. Écoute, on n'a qu'une vie, il faut les laisser. Moi, j'en ai souffert. Alors je doute pas que mes parents m'aiment. J'ai aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'il y a des choses qui dysfonctionnaient et c'est pas grave. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était grave et qu'il fallait le résoudre. Aujourd'hui, je me dis bon. Tant pis. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et en fait, ça sert à rien de lutter contre... de lutter contre des moulins. Oui, c'est puis vraiment de contre ça. un truc qu'eux portent eux-mêmes aussi, qu'ils n'ont pas forcément traité. C'est ça. Toi, donc, tu en t'es fait, mis à le traiter, voilà. donc tu Oui, vas pouvoir la différence, casser elle le est là. schéma un peu... La différence, elle est là. C'est que moi, j'accepte. Ouais. Voilà. C'est vraiment l'acceptation de mon environnement. Il n'y a pas de rejet, c'est comme ça. Après, parfois, mon père me dit oui, mais tu sais, c'est comme ça changera pas. Tu peux l'accepter toi, mais moi je suis pas obligée de l'accepter parce que moi je suis malade. Et puis on a eu cette discussion il y a pas longtemps. Je dis mais en fait moi je suis malade, j'ai une maladie. Il faut aussi que je soigne ma maladie et c'est pas qu'un traitement, c'est autre chose. C'est une maladie nerveuse quand même, la CEP. Donc non, moi je ne l'accepte pas. Je l'accepte, mais je le tolère, mais je l'accepte pas. J'ai pas envie de le subir. Non, mais toi, si tu veux le subir, t'as envie de prendre. Voilà, mais si tu veux le subir, subis-le. C'est pas grave. C'est chacun son cheminement en fait. Il y a pas de. Enfin voilà, c'est pas moralisateur. C'est aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter ce que je suis, tel que je suis, et que ça plaise ou que ça plaise pas. Et Du coup, ça a dû faire du tri quand même là. Hein. Oui, pas mal. Parce que pas là, mal. en général. Pas mal, mais c'est bien. Parce que du coup, ça te recentre autour des personnes qui le méritent. Je sais pas si. Enfin voilà, autour des personnes. En tout cas, que qui méritent toi, ton amour à toi. Voilà, avec qui j'ai envie d'être. Ouais. Ça recentre vraiment le débat. Et ça te fait débat. rencontrer des autres personnes qui sont dans une énergie différente, non? Quand tu commences à faire Bien sûr. Ben oui, parce que tu t'ouvres autrement, en fait. Moi, il y a des choses que j'ai découvertes sur moi, qui se sont ouvertes, où je me suis dit, tu peux faire ça. J'ai gagné énormément en confiance en moi, en fait. Ouais. Il y a plein de choses aujourd'hui que je fais. Il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait. Des portes auxquelles je vais toquer, où il y a quelques années, mais jamais de la vie. Même il y a 6 mois, il y a des choses que je n'aurais jamais faites. Et aujourd'hui, oui, écoute, tente-le, ça marche pas. Mais il y a une nécessité aujourd'hui de bouffer la vie à pleines dents, en fait. Et d'y aller, écoute, on n'a qu'une vie. Hein. On ne va pas en remettre une derrière. C'est vrai. Donc, faut y aller. Et je pense que j'étais en retrait de ma vie, peut-être, finalement. Je me disais, bon... Quand tu dis en retrait, observatrice, passive, c'est quoi le retrait pour toi? Je la vivais, mais pas pleinement. C'est-à-dire que j'osais pas... j'étais pas à 2000%. Voilà. J'osais pas certaines choses. Oui, mais je peux pas faire ça. Oui, mais je... Tu mettais beaucoup de barrières. Ouais. T'étais pas dans la spontanéité? Pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Je l'étais, mais j'avais beaucoup de freins. J'avais beaucoup de freins, je pense, psychologiques aussi, où je me sentais peut-être pas à la hauteur, peut-être pas capable. Le regard des autres a été très compliqué pour moi à accepter. Parce que j'avais l'impression d'être jugée en permanence, ce qui n'était pas vrai en réalité, je pense. Mais j'avais l'impression d'être jugée en permanence, d'avoir quelque chose à prouver tout le temps.
Et il fallait toujours être à la hauteur, à la hauteur, à la C'est dans hauteur. ton système de pensée, ça. Oui, Ouais. oui, parce qu'il y a eu, voilà, il fallait être à la hauteur, voilà. À la hauteur de quoi? De ce qu'on attendait de moi, de ce que ouais. les gens autour de moi attendaient de moi. Mais pas Que forcément tu ce que pensais moi... qu'ils attendaient Oui. de toi. Mais voilà, je suis allée rentrer en classe prépa, j'avais pas envie de rentrer en classe prépa. Mais l'image, la classe prépa, Julia, C'est la classe, quoi. Ben oui, c'est la classe, t'as Ouais. 18 de moyenne, enfin j'avais une très bonne moyenne, peut-être pas 18, mais j'avais une très bonne moyenne. Oui, la classe prépa, c'est fait pour toi. Enfin, ben non. Après, je suis allée bosser en librairie, donc c'était fabuleux, mais c'était une librairie de livres anciens. Enfin, je voulais faire ça, sauf que, bon, ma librairie de livres anciens, ça s'apprend pas, hein, ça s'apprend sur le tas. Et puis je suis tombée malade, etc. Et je me suis dit, écoute, moi je voulais être pâtissière en fait au départ. Et oui, j'ai vu. Voilà. Donc j'ai dit, alors là, Alors ça a là, été... les gâteaux. Ah, ça a été la C'est- honte suprême. Je pense que les gens... Ah bon? Oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, je pense que là, voilà. Pourquoi? La pilule a dû être durable. Parce que, Julia, tu passes un CAP pâtissier quand même. Ça va, tu vois, ça me rappelle mon fils, tu vois, là, qui était en hautes études et qui a décidé de faire un CAP cuisine, là. Ben oui. Ça me parle Voilà. bien, ce que tu dis. J'ai passé un CAP pâtissier. L'année d'après, j'ai passé un CAP chocolatier confiseur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve les sucreries dans les passagers, parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Donc du coup, j'avais envie de le mettre. C'est pour ça qu'il y a D'accord. beaucoup de moi quand même dans mes bouquins. Puis je devais signer un contrat le jour où ils annonçaient le confinement. Donc mon mari était infirmier. J'ai dit bon. Infirmier à un hôpital psychiatrique. Oui, il était. Bah là, il est plus, mais il était fut un temps. Puis bon, le Covid, plan blanc, les enfants à la maison. J'ai dit écoute. Ouais. Je vais pas pouvoir aller travailler. on va pas aller faire des gâteaux. Donc voilà, j'étais en train de faire des éclairs et puis j'ai regardé ma patronne, je crois que là, ça va pas le faire. Elle m'a dit, ah, je crois aussi. Voilà, bon, bah tant pis. Hyper créatif, Mais- la pâtisserie. Ah, mais j'ai adoré, c'était Ah ouais. génial. Mais j'avais envie de faire ça, déjà, j'avais peut-être 14-15 ans et je me souviens que je pleurais dans la cuisine d'amis de famille en disant, mais je veux faire un sapé pâtissier, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Parce que tes parents, il C'est fallait pas faire des possible, études. C'est pas C'est possible. la honte, quoi. Mais la honte suprême. Bon, les parents, là, qui veulent absolument que leurs enfants soient médecins, avocats, chirurgiens, arrêtez de faire un transfert de vous-même sur vos enfants. C'est pas leur Non, rendre mais c'est. service. Enfin, voilà. Non, mais c'est- sérieux, faut arrêter. Arrêtons les dégâts, là. Moi, j'ai toujours dit à mes. Enfin, bon, après, voilà, je veux dire, faut quand même qu'ils choisissent quelque chose qui leur plaise. Mais c'est important, tu fais la moitié de ta vie, tu la passes C'est au ça. travail. Si t'aimes pas ce que tu fais, C'est compliqué. au bout d'un moment, t'es pas en phase. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression. Hein. Oui, mais je pense que Aussi les gens. dans Mais ce oui, mais monde-là. parce qu'il y a une. Je pense qu'il y a une pression aussi sociale. Il y a une énorme pression sociale Encore quand plus même. avec les réseaux. On peut C'est, parler des réseaux aussi. Oui, tu vois. il faut être à la hauteur. Il y a toujours ce truc-là de. Il faut montrer une belle image. Il faut être à la hauteur. Il faut. En fait, on est toujours en concurrence avec quelqu'un. Il y a vraiment ce truc de concurrence, je trouve, en ce moment. Et moi, j'ai pas envie que mes enfants en fassent partie. Tu fais ce qui te plaît. Par contre, tu te donnes les moyens d'y arriver. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est la prochaine étape. Ben oui, Une non, fois que mais tu as parce que- identifié ce que tu veux faire, Bah il faut oui. travailler pour. Quoi. Oui, voilà, parce que sinon. Ouais, ça va pas venir tout cru. Ben non. J'ai fait un DUT métier du livre. J'ai fait mon CAP. Enfin, Oui, t'as semé plein de graines, en fait. T'as testé oui, plein de j'ai trucs. testé plein de trucs. Et puis être assis sur les bancs de la fac, je trouvais ça ennuyeux, mais à mourir. Je pense que j'avais besoin de quelque chose de manuel. Voilà, j'avais besoin de bouger. Moi, je pouvais pas rester 8 heures assis sur un banc. C'était passionnant, mais ça me parlait pas. Ça me parlait chez moi, je lisais des bouquins, il n'y a pas de souci. Mais voilà, cet enseignement théorique, etc., j'avais du mal. Donc j'ai passé, voilà, quand j'ai fait plein de stages, je me levais à 4 heures du matin. Je pense que ça a été la meilleure période, enfin, ça a été une des meilleures périodes de ma vie. Quand t'as fait les stages. Ouais, de pâtisserie. Je me levais à 3 heures du mat, je commençais à 4 heures, mais c'était génial. J'ai adoré. J'étais toujours la première arrivée. Enfin, j'étais à fond parce que je trouvais ça hyper passionnant, valorisant aussi. Il y avait ce truc de te dire, tu le crées de tes mains. Enfin, tu vois le produit tout de suite. Ouais, c'est rapide, Oui, c'est rapide. quand même. Et je pense que j'avais besoin aussi de ce truc de me rendre compte que j'étais capable de faire les choses. Tu vois, D'aller au bout des Ouais. choses. Puis de voir le résultat de ce que je fais, d'avoir aussi des compliments. Enfin voilà, je pense que je travaillais bien quand même. Voilà, j'apprenais, mais j'étais réactive. J'avais envie de bien faire. Et il y avait une espèce de valorisation de l'équipe. Voilà, Julia, c'est bien. C'était génial. Puis cet esprit d'équipe. Ouais. C'était fabuleux. J'avais un binôme qui était incroyable. Voilà, il s'appelait Benoît aussi. Ah. Les Mais Benoît qu'est-ce me que t'as avec suivent. les Benjamins? En fait, tous les Je ne Benoît, sais tu pas. peux les appeler Benjamin. Oui, Mon hein. fils s'appelle Benjamin. Ben Là, voilà, pour le c'est toi, coup, tu m'as induit en erreur tout à l'heure. si tu veux en connaître quelque vraiment, chose. hein. Voilà, il faudrait, j'en connais pas d'ailleurs. C'est qui les gens qui t'ont influencé dans le milieu de la littérature? Alors, je fonctionne quand même davantage au livre qu'à l'auteur. Oui. Voilà. Après, bon, Camus, je pense que ça a été... Il y a quand même
davantage pour les passagers, en fait, parce que je les ai pas écrits à la même période. C'est difficile de me replonger quand même dans les... ça fait longtemps que je les ai écrits. Ouais. Donc c'est difficile de me replonger dans ce que je disais à l'époque. Camus, je sais que pour les passagers, c'était Camus. Qu'il y a des passages, justement, de l'étranger qui m'ont beaucoup inspirée. J'aime bien Francis Ponge, qui a écrit Le Parti pris des choses, qui est de la poésie, c'est pas vraiment de la poésie, en fait, c'est de la prose poétique. C'est très rigolo, j'aime beaucoup. Éluard. C'est vrai que pour écrire Les Passagers, je me suis beaucoup... D'ailleurs, j'ai un collier, là, qui a une Que phrase j'ai vu, d'Éluard, là. voilà. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. Donc, c'est une phrase de Dominique Aujourd'hui Présente, qui est un poème que j'aime beaucoup. Et je me suis beaucoup inspirée pour la rencontre entre Gustave et Mathilde dans Les Passagers, donc c'est dans le tome 2. J'ai pris plein de vers de Je t'aime et de Dominique Aujourd'hui Présente. Et je les ai brodés... parce que j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une façon de raconter l'amour qui est absurde, mais qui, moi, me parle. Voilà, j'aime. Pourquoi absurde? Parce que c'est irréalisable. pour l'odeur du pain chaud et les premières fleurs. Enfin, ça n'a pas de sens, mais c'est Et en même temps, beaucoup. Oui, non, Quand mais même. c'est irréel. Il y a quelque chose d'irréel, D'accord. en fait. Et je me souviens qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'avait corrigé, qui m'avait mis entre parenthèses phrase peu compréhensible. Oui, c'est un vers d'Éluard. C'était un mauvais prof, ça, pas du tout ouvert d'esprit. Et voilà. Et donc, oui, Éluard, je suis pas très poésie, mais c'est vrai qu'Éluard, quand même, il m'inspire beaucoup. Et pour Vita, ça a vraiment été Luca Di Fulvio, qui est un auteur italien qui est décédé. D'ailleurs, j'ai fait une dépression littéraire. C'est vrai. Parce que pour moi, il avait quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'il mettait l'humain au centre de tous ses personnages. Et en fait, il rendait ses personnages, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Si j'arrive à lui rendre hommage, c'est cool. Bah, c'est ce que j'ai ressenti, moi, en lisant Vita. Il met de l'humain de partout, et à défaut d'accepter ce que les personnages font, on peut le comprendre, même ce qui est le plus horrible, en fait. Bah, même Jonas, hein. Oui, mais c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie de travailler, en fait, la psychologie de ces personnages à ce point. Dans Les Passagers, je le faisais, mais dans Vita, c'est beaucoup plus poussé. Et d'ailleurs, oui, mon mari a bossé en psychiatrie, donc souvent je vais le voir et je lui dis, mais est-ce que ça c'est crédible ? Est-ce que dans cette situation-là, ces personnages peuvent dire ça, peuvent faire ça Et du coup, j'essaye vraiment de faire quelque chose de totalement crédible, au-delà du fantastique, que ce soit plausible et qu'on y croit. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense que cet auteur, c'est une certitude, cet auteur m'a énormément inspirée. Et d'ailleurs, à un moment donné, Automne, elle change d'identité, elle s'appelle Lucia, et elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Rocco. Et en fait, ce sont des personnages, je ne sais plus de quel bouquin, mais de Luca Di Fulvio. D'accord. Voilà. Et j'ai une façon de lui rendre un petit peu hommage, et il me manque beaucoup. Cet auteur et après, me manque Palia. beaucoup. Et Palia, ça veut dire le manteau. Ça vient de pallium en latin, ça veut dire le manteau. Et pour moi, c'est un sens, ça donnait palliatif. Et c'est un sens... En fait, elle protège... C'est rigolo parce que c'est un double sens. Elle protège à ce moment-là Christ, mais finalement, c'est lui qui la protège. Enfin, c'est ce qu'on découvre aussi dans Vita 2, c'est qu'ils sont le manteau l'un de l'autre. Ouais. Et voilà. Et le manteau, c'est lourd de symboles, hein. Oui, c'est une façon aussi de se protéger. Ouais, Ils sont dans leur bulle, en fait. Ils sont dans un monde qui n'appartient qu'à eux. Et en plus, c'est vrai, parce qu'ils ont développé un amour qui n'appartient qu'à eux, qu'elle ne peut pas le voir. Non, lui, elle peut le voir. Lui, il ne peut pas l'avoir. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, c'est fou. C'est moi, je viens de le finir, donc là, j'ai encore dedans. Oui, voilà, mais parfois aussi, quand on Elle est invisible. Elle est invisible pour lui, mais il sent les odeurs. Ouais, il sent les odeurs. Donc, du coup, ils doivent créer. Il y a beaucoup d'odeurs, d'ailleurs. Hein. Ouais. Le parparfum. Le parfum m'a beaucoup inspiré dans l'ambiance. C'est ce que j'allais te dire. Oui, dans ce film, Le Parfum. Il est fabuleux. Alors moi, j'ai pas lu le livre. Le bouquin est fabuleux, le film est fabuleux. Et d'ailleurs, avec Benoît, quand on réfléchissait, il m'a dit comment tu le vois. Tu le vois comme ça? Ouais. Ah ouais, moi aussi. Oui. J'y ai pensé à l'adaptation cinématographique, là, parce qu'il est incroyable, ce film. Il faut qu'il soit dans... Enfin, il faut... L'objectif, c'est vraiment de retranscrire cette ambiance un peu humide, un peu marron. Voilà, c'est cet environnement un peu puant. Sombre, hein. Enfin, oui, c'est sombre. C'est ça, Vita. Le début, voilà, c'est ça. Et oui, le parfum m'a énormément inspiré. Même s'il y a des touches d'oxygène avec cette nature qui vient là, qui fait du bien d'ailleurs. La fin. Voilà, ça fait du bien. Oui, il y a quand même des doses d'espoir. Petite prairie, fait quand même du bien avec un petit pique-nique là. Il y a quand même de l'espoir. Enfin, c'est parsemé d'espoir. Oui, parce que sinon, quand elle rencontre Silas. Oui, voilà, il y a plein d'espoir. Non, mais heureusement, mais c'est ce qui tient en haleine. On est comme ça, on est. Sinon, je pense que ça serait trop dur. Le but, c'était quand même qu'il y ait des moments d'oxygène. Même pour moi, quand je l'ai écrit, il y a des fois où j'ai arrêté d'écrire. J'imagine. Hein, parce que j'étais... je peux plus, en fait. Je ferme l'ordi, j'étais là en train de pleurer, parce qu'en fait, je pleure quand j'écris. Et je ferme l'ordi, je fais non, mais là, il faut que j'arrête. Parce que je peux plus, en fait, ça va me
ça peut faire mal. Je pense que ça peut détruire aussi, suivant. Enfin, il y a des moments où j'ai senti quand même que fallait que je prenne du temps. Est-ce que c'est comme quand un acteur, il s'approprie vraiment tellement le rôle? Tu sais, il y en a qui sont obligés de se faire suivre psychologiquement après un rôle très lourd. Est-ce que c'est un peu pareil, toi? Moi, je pense qu'il y a de ça, oui. Je pense qu'il y a de ça. Il y a des acteurs qui ont du mal à se défaire de leur rôle. Hein. Ça peut faire mal. Et oui, je pense que de rentrer réellement dans la peau d'un personnage, ça peut peut-être laisser des séquelles quand même. Voilà. Oui, en tout cas, moi, ça m'a guéri, mais quand même. Hein. Enfin, au niveau de l'écriture, c'était... Ça secoue, quoi. Oui, ça secoue beaucoup, oui. Puis j'ai mis 2 ans à l'écrire, hein, Vita, quand même. Ça a été... au début, je l'ai écrit une première fois, et j'avais pas la fin. Je l'ai écrit entre l'écriture du tome 1 et l'écriture du tome 2 des Passagers, en fait. Et j'avais pas la fin, et j'étais aux Imaginales, donc là, j'ai rencontré Hervé. Tout se regroupe. C'est rigolo quand tout se regroupe. Quand tu fais le bilan... Ouais. Il y a des liens de partout, c'est étrange. Et d'un coup, je fais, mais en fait, c'est ça qu'il faut. Et j'ai eu la fin. Donc, c'est-à-dire le lien avec les passagers que je n'avais pas au départ. Et donc, je rentre, et en 3 jours, je finis de l'écrire. Alors que j'étais au milieu du bouquin. Ah ouais. Et en fait, j'ai écrit la fin. T'as passé ton J'ai temps. écrit la fin, en fait, en 3 jours. Et après, j'ai dû refaire donc, le lien, parce qu'il me manquait un morceau. Et le bouquin avait du coup fait un bond de 2000 ans en arrière. Donc, j'ai dû changer tout le vocabulaire pour vraiment changer d'époque, que ce soit cohérent au niveau, j'en sais rien. À l'époque, il n'y avait pas de fenêtre comme il y a aujourd'hui, il n'y avait pas de porte comme il y a aujourd'hui, des couverts, etc. Donc, j'ai fait tout un travail un peu historique, entre guillemets, pour essayer, en tout cas, d'avoir une cohérence parfaite de l'intrigue, du lieu. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, du coup, je l'avais en tête, ce bouquin. Je l'ai travaillé pendant 2 ans. Je l'ai beaucoup noirci quand je l'ai repris, quand même. Parce que c'était peut-être le moment aussi de pousser en fait plus loin l'écriture, parce que je l'ai écrit entre le tome 1 et le tome 2, donc psychologiquement, j'étais pas non plus la même oui, quand j'ai ça, fini. Parce que 2 ans, tu t'es pas la même. Hein. En 2 ans, il se passe plein de choses. Voilà. Hein. Et donc, et c'est là où je me suis dit, écoute, oui, vas-y, quoi. Ça s'est fait tout seul, hein. Je me suis pas mis... Donc, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu écris pas mal intuitivement, instinctivement, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément de rituel où tu dis, bon là... il faut que je le finisse à telle date, tous les jours, il faut que j'écrive, tu vois. Non, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un mythe autour de ça, en fait. Des auteurs qui ont un rituel. Je dis pas, il doit y en avoir. Hein. Mm-hmm. Il y en a. Amélie Nothomb, je sais qu'elle elle boit du thé noir, etc. Moi, ça fonctionne pas. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on en a fait, oui, il y a une espèce de mythe de l'auteur, un petit peu, qui est dans son monde. Enfin, moi, j'ai une vie très classique. J'ai des enfants, donc je les amène à l'école. Si je veux écrire, c'est après. J'écris jamais le soir parce que le lendemain, il faut que je me lève. Donc, j'écris quand j'ai envie aussi. Oui, donc tu n'as pas de rituel d'écriture. Non, il y a des périodes où je n'écris pas du tout, ou même où je ne lis pas. Après, je suis très obsessionnelle. Donc, quand je vais me mettre à écrire, je peux écrire non-stop. Il faut que je dorme, quand même. Mais c'est... Mais tu peux passer beaucoup d'heures d'affilée à écrire sans manger. Ah oui, je peux, J'oublie de manger, les enfants. Oui. Ouais. Oui. J'oublie les enfants à l'école. Non, ça quand même. J'aurais du mal, puis ils ont mon numéro, ils vont m'appeler, ça... tu vois, tu mets en mode avion, ne me dérangez pas. Non, ça jamais, par contre. Jamais. J'ai toujours le téléphone allumé, au cas où. Pour tes enfants. Ouais, pour mes enfants. Que pour ça, en fait. Oui, que pour mes enfants. Après, non, mais je suis très obsessionnelle quand j'écris. T'es né quand, toi ? Le 26 avril 95. C'est Taureau. Oui, je pense qu'il y a un lien avec ça, bien sûr. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. C'est Vita, je l'ai fini en 3 jours. Voilà, quand je l'ai repris, j'ai dit en 3 jours, je l'ai fini. Et là, t'as quoi comme sentiment quand tu finis comme ça en 3 jours un roman que t'as commencé finalement il y a 2 ans avant ? J'étais très fière de moi, en fait, de l'avoir fait, parce qu'il y avait tout le travail, du coup, de me dire, écoute, j'ai déposé ce que je suis, en fait, sur le papier. Donc, c'était une fierté vraiment très, très intime, de me dire, écoute, t'as dépassé plein de choses, en fait, en écrivant. Je me sentais vidée. Les passagers... Alors, Vita, c'était un one-shot, donc du coup, les personnages me manquaient, mais de toute façon, j'avais pas la suite. Enfin, j'ai la suite maintenant, mais la suite n'était pas prévue. C'est vrai que quand j'ai écrit Les Passagers, au départ, le tome 1, il est divisé en 2 parties. Il ne devait y avoir que la première partie. Les personnages me manquaient, j'ai écrit la 2e partie. Finalement, j'ai écrit le 2e bouquin et j'ai écrit le 3e. Donc, il n'y a rien qui était prévu au départ. Vraiment rien. Je pars souvent d'une phrase où Les Passagers... Alors oui, justement, d'où tu pars ? Qu'est-ce qui te vient ? Alors, Les Passagers... Une scène de la vie, ton histoire personnelle, ça on le sait dans Vita. Mais tu vois, d'où tu pars, en fait ?
d'un coup. Les passagers, j'ai eu la première phrase. J'étais dans ma salle de bain, je m'en souviens. Je fais la première phrase, je me suis dit, elle est pas mal cette phrase. Et je suis allée sur mon ordi, je l'ai écrite. Et puis, C'était quoi, tu t'en rappelles? Dans une vallée quasiment dépeuplée. Alors, il s'appelait pas Anatole Service, mais Anatole Service créa une fabrique de sucreries. Et le sucre. Voilà, bah oui, c'est clair, c'est clair. Et voilà. Dans la salle de bain, mais tu sais que c'est hyper inspirant la salle de bain. D'ailleurs, c'est prouvé que quand tu es sous la douche, que tu prends un bain, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai refait ma salle de bain. Non, mais il paraît que c'est un endroit hyper stimulant en fait. Mais je pense à la rêverie, tu vois. Bah oui, parce que tu laisses ton esprit vagabonder en fait. Et il y a l'eau qui coule. Et j'ai eu, voilà, je suis sortie du bain, mais comme une flèche, j'ai allumé mon ordi et j'ai écrit. Et j'ai eu la première partie. Et voilà. Là, ça partait sur les passagers. Voilà, et ça partait sur les passagers. Et les personnages m'ont énormément manqué. Par contre, les passagers, j'ai eu beaucoup de mal à faire mais c'est quand même 3 bouquins, donc ça prend du temps. C'est une trilogie, hein, c'est gros. Et là, les personnages m'ont manqué. Vraiment, les personnages m'ont manqué. Mais je pouvais pas écrire, parce qu'écrire pour écrire, ça m'intéressait pas. Donc, écrire une suite, ça n'avait pas de sens. Mais oui, il fallait que je fasse quand même le deuil de tous ces personnages qui m'ont quand même beaucoup accompagné. Ça a été compliqué. Et c'est pour ça que Vita 2, à travers le temps, il faut que j'arrête de l'appeler Vita 2. À travers le temps, donc le tome 2 de Vita, ben, je retrouve, en fait, pas tous les personnages, mais je retrouve les élus, je retrouve cet environnement que j'ai créé dans Les Passagers, et ça m'a fait du bien. Et en fait, je me rends compte que j'adore cet environnement. Alors, je sais, voilà, j'ai pas forcément envie de le développer, mais si j'arrive à avoir l'idée, si un jour j'ai l'idée de le développer... Tu vas le développer. Oui, parce que c'est un environnement qui me plaît tellement, mais dans lequel je me sens vraiment bien. J'ai l'impression que c'est mon monde. Et le fait d'avoir... tu t'es créé un petit monde à côté. Puis j'ai placé le personnage, donc j'ai placé un personnage qui s'appelle Jack dans le tome 2 des Passagers. Il est chez moi. Il est réellement dans la maison que j'ai dans l'arrière-pays niçois. Il a la même vue, enfin, il y a le même balcon, la même fenêtre, le même poêle. Il a la vue que j'ai de chez moi. Et c'est... Voilà. La maison est au même endroit. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée dans cette maison, que j'ai visité cette maison, j'ai regardé mon mari, je fais, mon Dieu, on dirait Palia. Wow. Ça a été ma première... Voilà. Et j'ai dit, ben écoute, il faut qu'on l'achète. et on l'a acheté. C'est aussi loin que tu te rappelles la première fois que tu as pris un stylo pour écrire. Donc c'était peut-être avant 7 ans, à 7 ans. C'était peut-être avant 7 ans. Moi, alors, le souvenir très précis que j'ai, c'est que je suis dans le cabinet de ma mère. J'ai imprimé mon texte. J'ai mis les feuilles sur la chaise et en fait, je corrige. Voilà, je suis à genoux devant ma page. Tu corriges? Je corrige. C'est la formation que tu es en train de faire là. Oui, voilà, je corrigeais à 7 ans. C'est incroyable. Je corrigeais mon texte. Voilà. Et je me revois sur cette chaise. La chaise était dans un angle. Voilà, je visualise parfaitement la salle d'attente et j'étais sur la chaise, dans l'angle. Elle était noire et je corrigeais mon texte. Et tu sais de quoi ça parlait? Oui, c'est une histoire de dinosaure et d'ailleurs je l'ai repris avec ma fille, parce que ma fille écrit. Donc je l'ai repris avec ma fille, on l'a retravaillé ensemble et l'idée c'est d'en faire un livre aujourd'hui, d'en faire un album jeunesse, oui. Trop bien. Voilà, donc pareil, hein, après il faut trouver l'éditeur, il faut trouver l'illustrateur, enfin il y a du travail, mais en tout cas on a repris le texte avec Bérénice, on l'a retravaillé et l'idée c'était vraiment de mêler son innocence à la mienne et de garder la petite fille que j'étais. Ouais. De garder la pureté en fait la pureté de l'innocence de l'époque quoi, parce que j'avais 7 ans et de la mêler à celle de ma fille mais d'en faire vraiment quelque chose de très vrai, voilà, de très authentique, de très pur, voilà. Ouais. C'est vraiment le mot qui caractérise ce texte, je pense. Et Bérénice a changé les noms, elle a dessiné les personnages, elle a changé certains noms, elle a vraiment mis sa touche. Et puis elle est un peu dingo aussi, Bérénice. Donc du coup, elle a quelque chose qui matche bien avec ce que j'ai fait. Et puis, non, elle a une imagination de dingue, Bérénice. Vraiment. Elle a quel âge là? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Mais elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Au niveau créativité, elle est... voilà. L'élève a dépassé le maître. Écoute, si elle veut... Je sais qu'elle voudrait écrire. Si elle arrive à écrire, tant mieux. Si ça lui fait du bien. Déjà. Voilà, si ça lui fait du bien. Après, je veux pas qu'elle se mette la pression. Parce que tu sais, j'ai pu me poser la question aussi. Parce que quand Vita est sortie, il y a eu une campagne d'affichage. Donc, j'étais sur tous les trams. J'étais sur les 4x3 pour aller à la Valentine. Enfin, ça a été assez impressionnant. Voilà. Elle est partout, quoi. Et j'ai pas envie... Alors, je sais qu'Elio, sa phrase, c'était « Ce n'est pas ma mère ». Parce que du coup, les profs allaient le voir en disant « J'ai vu ta mère, c'est pas ma mère ». Et il me disait « Maman, arrête de signer mes mots dans les carnets et tout ». Je suis d'accord, mais je suis ta mère, quoi. Je suis ta mère, je peux pas faire autrement que de signer dans les cahiers. Mais il ne voulait pas. Non, c'est pas ma mère. Il avait du mal. Oui. Ce que je voulais qu'on fasse. Ah, on va faire un petit jeu. Oui, il n'y avait pas le petit jeu, voilà, j'allais te dire le petit jeu. On va faire un petit jeu.
Ça va, on n'a pas pleuré, j'avais peur qu'on pleure. Oh, j'ai failli, mais Ouais. non. T'as pris sur toi, mais tu pouvais Oui. te lâcher, hein. C'est pas Oui, grave. mais bon, écoute. Ça Et le fait du bien de mascara et pleurer, hein. tout. Tu sais que moi, quand ça n'allait pas, j'étais ado, je mettais de la musique super triste. Oui, c'est ça. Le Pour mal, me soigner mettre le bien. mal par le mal. Hein. Tu sais, Je l'ai fait aussi. tu l'avais. Bien Ça sûr. fait du bien. Et je pleurais parce que j'arrivais pas à sortir le truc, tu vois. Mais je le fais encore aujourd'hui. Mais hein. moi aussi. Vendredi On va se d'ailleurs, l'avouer, voilà, hein. j'étais pas bien et tout. Puis j'écoutais que des musiques. Et je pleurais pendant 3 heures. Ah, ça fait du bien. J'arrêtais pas et je mettais toujours la même musique, ça me faisait En mal. boucle. Puis Benoît il est arrivé, il me fait ça va, je fais non, ça va pas. Il m'a posé un verre de rhum et puis après ça allait mieux. Ah, le rhum. Ah le rhum ça sonne tous les mots. Non après fallait qu'on Bon, travaille quand même. attention, ne buvez pas trop quand même. Non mais fallait qu'on travaille quand même. Donc il fallait que je me remette de mes émotions. Donc on a Ouais. débriefé, voilà, j'ai sangloté un moment et après j'ai dit bon allez c'est bon. C'est On y parti. va, on Mais travaille. ça fait du bien, on se sent léger après. Il fallait. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut lâcher au bout d'un moment. J'ai appris à lâcher. Ouais. Quelque chose que je ne faisais jamais. Alors, on se fait ce petit jeu. Allez. Alors, tu vas écrire. Alors, attends, puisque tu es écrivaine, on va écrire. Alors, tu vas écrire un verbe, D'accord. un prénom, une action et un adjectif sur des papiers différents. Ok. D'accord? D'accord. Moi aussi. Et après, on va tirer au sort. Ok. On va tirer au sort et avec ces éléments, tu vas essayer de me dire dans quel imaginaire tu pourrais partir si on te passait une commande de livre. Ok. Bon, j'en tire un. Au fil des années. Ok. Passionnel. Une rencontre inattendue. C'est vite à deux. C'est à travers le temps. Oui, bon, voilà. On y est, en fait. Hein. Il faut un prénom, non, peut-être mais non, mais là, c'est le mien. Bon, c'est pas grave. Christ. Ah oui, t'as marqué Anna. Anna, ça me fait penser à la sœur de... J'en La connais Reine des pas Neiges. d'Anna, moi. Ah ben oui, Voilà. c'est vrai. Mais je ne connais pas de Anna. Moi J'ai non mis plus. Anna, mais... J'aime bien comme prénom. Et alors, on va tout tirer, hein. Aimer. Et toi, t'avais mis danser. Alors, avec tous ces mots, ça te met dans une ambiance? Oui, tu vois, un couple, on va dire Anna et Chris, bon, si c'est pas Chris, c'est pas grave, hein, qui se retrouvent, qui se sont aimés dans leur jeunesse ou quelque chose comme ça, Ouais. qui se retrouvent plus tard. Je vois bien un Christ torturé. Enfin, je sais pas, une rencontre vraiment inattendue où en fait ils se retrouvent, ils se sont jamais perdus. J'aime bien. Moi, je crois à ces rencontres qui ne s'arrêtent pas, en fait. Et je pense que les gens sont destinés à se rencontrer. Ouais. Et que du coup, ils ont pu se perdre de vue au fil des années, donc on est bien d'accord. Voilà, qui ont vécu une histoire d'amour passionnel peut-être dans leur jeunesse ou quelque chose comme ça, et qui se retrouvent des années après, mais en ayant toujours porté l'autre en soi, tu vois. Moi, je pense que quand on est destiné à aimer quelqu'un, on l'aime toute sa vie. Ouais. Et, Il fait partie de nous. Oui, qu'il y a un lien qui ne se rompt jamais, en fait. Et quoi qu'on fasse, hein, quoi qu'on puisse vivre, je pense que si on aime quelqu'un, on l'aime toute sa vie. Et voilà, et que c'est un amour qui... Ça me fait penser à l'amour impossible. Cette espèce de rencontre, d'amour impossible qu'ils ne pouvaient pas vivre dans leur jeunesse, etc. Ça me fait penser à Vita. Donc cet amour qu'on ne peut pas vivre, mais qu'on porte toujours en nous, et que voilà, on se retrouve plus tard. Là, voilà, ils se rencontreraient. Voilà, peut-être. ils se rencontreraient et Donc ils pourraient le ça serait vivre. plus impossible. Ça serait plus impossible. Ce serait pas mal, hein. Sauf que non. C'est trop facile. Mais non, les happy end, c'est pas mon truc, hein, on a bien compris. On a bien compris, hein. On a bien compris que les happy end, c'était pas trop mon truc. Mais après, ça serait pas mal. Ça ferait du bien. En fait, ça mettrait du baume au cœur. Tu sais, Voilà. c'est comme les accords au piano que tu as une petite résolution là à un moment donné. Mais ça fait de très toujours hollywoodien rester en quand même. Hein. C'est comme le... Ça dépend. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, le film L'effet papillon. Non, on m'en a parlé, faut que Voilà. je le vois. En fait, il y a 2 fins dans ce film. Donc, il y a la première fin qui était la fin du réalisateur, je crois, qui est terrible. Ouais. Absolument terrible. Et il y a une fin traumatisante. Hein. Il y a une fin un petit peu plus soft, à la hollywoodienne, où ça finit bien. Ouais. Et ils ont tourné les 2 fins? Ouais. Enfin,
Enfin, je sais pas, je trouve que c'est dommage. On perd quelque chose, on édulcore quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont. Enfin, voilà. Ouais, qui sont dures et c'est comme ça. Oui, je pense que Ouais. voilà, il faut pas les changer pour édulcorer. Mais ça serait pas mal qu'ils vivent un amour passionnel, pardon. Ça me fait penser. Ouais, mais Quelques années plus tard. Qui n'a beaucoup pas d'années pu- plus tard. Ouais, beaucoup d'années plus plus tard. Ça me fait penser à un bouquin de, je sais plus lequel c'est, de Luca Di Fulvio. Et justement, ça finit bien. Ah, Et il finit bien. Non, mais il finit bien. Il est bien. Mais du coup, bah oui, ok, ils sont heureux, ils sont amoureux, ils vivent leur amour. Bon, bah voilà, c'est. après la passion, parce que passionnel, c'est fort. Est-ce que ça dure, la passion? C'est un sujet, Bah, il y a ça. cette espèce de. Ils l'ont pas vécu jeune, alors du coup, ils se retrouvent. Je pense que ça peut être décuplé. Parce qu'il y a la frustration de. De toutes ces années Bien d'attente sûr. où tu as porté le... Bien sûr. Ou Ah ouais, là, ça... Ah là, quand tu te vois, ça y est, wouhou, tu montes. Maintenant, tu vas tirer un petit Jaloux. papier au hasard. Qu'est-ce que ça va être? Et là, tu vas voir ça. T'es encore... Faut que j'arrête de tenir parce que j'ai la main qui tremble, parce que j'ai eu un accident quand j'étais petite. Et du coup, j'ai la main droite qui tremble. Tu veux que je t'ouvre le papier? Ouais, je veux bien, parce que sinon, en fait, le micro, tu vas entendre plein de zzzz. T'es pénible, je vais pleurer en fait. Hein. Là où la peur domine, aucun succès n'est possible. Ouais, bon, ok. Il y aurait de la peur. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mince. Hein. La peur, c'est flippant, en même temps assez excitant. Hein, Ouais, ces deux ouais. sensations. Je sais pas. Moi, la peur me paralyse plus. Avant, la peur me paralysait. Aujourd'hui, la peur me paralyse plus. Mais je vais pleurer. C'est vrai. Non, 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 mais oui, oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur de. Ouais, j'ai peur. Je me sens très seule. Là, ça va mieux. Mais j'ai eu vraiment un moment où je me sentais particulièrement seule. Et je pense que oui. Ce qui est pas vrai. Je pense que fondamentalement, j'ai jamais été seule. Mais. Émotionnellement, c'est comme ça que tu l'as... Émotionnellement, c'est comme ça que je l'ai Ressenti vécu. Après, interne. voilà, je sais que je suis hypersensible. Je sais que je vis je vis les choses de façon très, très décuplée. Sans que ce soit forcément réaliste. Enfin, genre, parfois, j'en fais une montagne pour rien. Mais oui, je pense qu'il y a une peur quand même de se dire la deadline, elle est demain. Enfin, elle est en juin. Le mois de juin est fatidique chez Qu'est-ce moi qu'il y a aussi. comme deadline en juin? Deadline au niveau éditorial et deadline au niveau scénario, parce qu'on s'est dit que Vita, il fallait que le scénario soit fini en juin. Donc le mois de juin est demain en réalité. Eh ouais, c'est bientôt là. Et voilà, il y a une espèce d'urgence à trouver des solutions et à vivre et à aimer. J'aime bien cette phrase en fait. Il y a une urgence à aimer et je pense qu'il y a quelque chose Il y a une urgence à aimer. Ouais. Et je C'est pense beau. que voilà. Et je pense que oui, il y a une peur aujourd'hui que j'ai en moi que j'arrive pas à résoudre. Voilà. Mais il faut que je travaille dessus hein, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je peux pas le subir. En fait, faut que j'arrête de subir. Faut que j'arrête de subir, mais ça va être il y a un vrai travail personnel à faire. Donc, Comment allez dire acheter Vita, on le trouve partout, bien Partout, entendu. bien sûr. Partout. Bien sûr. Partout, Mais partout. vraiment, attends, est-ce que je l'ai sous la main là? Voilà. Faire plier ses craintes et chasser sa terreur, se remplir d'une volonté et d'un courage absolu. Je ne dis plus rien, en fait, j'arrête. Trop de liens de partout, en fait. Trop de liens. Trop de liens. Alors, on va faire un dernier jeu qui est très sympa, très rigolo. Du tac au tac. C'est-à-dire, je te pose une question, je réponds du tac au tac, sans réfléchir. Ouais. Le plus spontanément possible. Si tu étais une odeur, Le lait. un souvenir, La naissance. un roman, Belle du Seigneur. si tu étais un homme, Gérard Lanvin. si tu étais un plat, Je sais pas. Des pâtes. des pâtes, la base. Ouais. Des pâtes à la crème, je trouve que c'est réconfortant. Ouais. Si tu étais une épice, Le paprika fumé. un film, L'effet papillon. un pouvoir magique, Le don d'ubiquité. le don de... D'ubiquité. C'est quoi ça? C'est d'être dans deux endroits. Ah, c'est bien ça. Je connaissais pas ce mot. Si tu étais une idée, La liberté. C'est pas une idée, mais oui. bah, l'idée d'être libre Ouais. te rendrait satisfaite, je pense.
Il faudrait que je sois libre, au-delà de l'être, il faudrait que je sois libre dans ma tête, en fait. Et là, tu l'es C'est pas. quelle chanson, Libre dans sa tête? Libre dans sa tête. Ça me dit quelque chose. Derrière sa fenêtre, c'est Johnny Hallyday, Voilà, mais c'est Diego, c'est C'est Diego. Michel Berger, je crois, qui l'a écrit. Si tu étais un mot, L'amour. une révolution, J'allais dire, alors c'est pas une révolution passionnelle, en fait. ah ouais. Ouais. Une punition, Le coin, de ne pas je sais pouvoir pas bouger. si t'étais une punition. Ne pas pouvoir bouger. Ouais. Ah, Tu sais, d'être l'horreur. piqué, là. Ah là là, c'est l'horreur. C'est la pire. Ah ouais. Si t'étais un chemin. Le chemin qui mène jusqu'à chez moi, dans l'arrière-pays niçois. Parce qu'en fait, tout mon personnage a une... Enfin voilà, il réfléchit le long, il monte ce chemin et du coup, il a une longue réflexion le long de ce chemin. Il y a plein de choses qui trouvent, il trouve des solutions à ses problèmes et voilà, j'aimerais bien. J'aimerais bien en être là, c'est aussi un chemin psychologique, hein, c'est de se dire, voilà, il a gravi jusqu'à chez lui, enfin le chemin jusqu'à chez lui et puis il a trouvé aussi... Enfin, il a, voilà, dans son esprit, quoi, il a évolué. Ça serait pas mal. Que ça t'arrive. Ouais. Voilà, il faudrait À en toi, fait. et Il pas faudrait. pas qu'au personnage. C'est ça. Si tu étais une passion, L'écriture, ce que tu aimes le plus dans la vie, mes enfants. une qualité La persévérance. et une question. Pourquoi? 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 Voilà, et le pourquoi, oui, c'est ça, pourquoi en fait. Ouais. Merci beaucoup. Mais merci à toi. T'as passé un bon moment? Oui, la fin elle était très... Ah, merci. Moi, à la fin, je savais plus quoi dire, tu vois, j'étais un peu séchée. Secoué. Mais oui, voilà, oui, à la fin, c'est un peu raide. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune personne, ou pas jeune personne, Ouais. qui voudrait se lancer dans l'écriture? Qu'il faut y croire, qu'il faut y aller et qu'il faut travailler. Beaucoup. En fait, il faut se remettre en question tout le temps. Il faut travailler, mais il faut croire en soi, par contre. C'est... Puis pas trop suivre les conseils. Ah. En réalité, moi, quand j'écris, je demande jamais de conseils. Ah bah, pour la psychologie de personnage, etc., oui. Mais généralement... Dans Quand- ton histoire, ton scénario, Non. tu veux surtout pas Non. de conseils. Non, alors je peux poser des questions, on peut discuter. Mais moi, je ferais ça, non. Non. Faut suivre. Je pense qu'il faut suivre son idée. Après, si on a besoin de conseils, on peut aller les demander. Mais ça dépend à qui, peut-être. Voilà. Et puis, non, faut pas quand même trop écouter les autres. Je pense qu'en fait, il faut croire en soi avant tout. Voilà, pour écrire. Et assumer ce qui sort. Oui, Aussi, aussi, de bien soi. sûr. Oui. C'est C'est ne important. pas se mettre ne pas peut-être se mettre des barrières. On peut avoir peur quand on écrit, mais il faut y aller. Je pense que c'est nécessaire en fait. Ça fait du bien de se livrer. Ça fait peur, mais ça fait du bien. Donc il faut y croire. Merci. Mais merci à toi. J'ai hâte de lire le deuxième. Je peux te l'envoyer. Oui, bien sûr. Bisous.